que vers le 10 ou le 11 août 1944, le matin, on nous appelle tous les 11, les 12, on était tous dans la même cellule maintenant, puis avec les autres personnes, un par un, ils nous appellent. Alors on pensait vraiment partir pour être fusillés. Donc on avait donné aux gens qui étaient avec nous le peu de choses qu'on avait. Il y avait peut-être du chocolat, un peu, du pain, bon. Et puis au bout d'un petit moment, je souris parce que c'était salopard de leur repas. Ils sont revenus. Retour, le nom, toujours les 12, vous changez de prison. On croyait partir, être fusillé à Chartres, donc on partait sur Paris. Mais on savait pas où non plus. Hein, et puis on était menottés par deux. On a pris un bus et on est arrivé à la prison du Cherche-Midi à Paris. Une prison qui n'existe plus. Oui, il va y avoir d'abord dans Fresnes, comment dirais-je, un remue-ménage effarant. On va nous sortir de nos cellules. Nous sommes partis assez tôt le matin. On va donc traverser une petite partie de Paris. Et moi, je me souviens de gens qui... C'est pas silencieux parce qu'il y a toujours du bruit dans la ville de Paris, hein, mais enfin, c'est pas ce que vous voyez maintenant, c'est très, très, comment dire, relatif et très peu. Mais beaucoup de gens nous regardent. Nous sommes encadrés de soldats armés, hein, et de femmes aussi qui nous gardent. Et je pense que beaucoup de gens avaient peut-être déjà vu des convois, enfin, etc. Donc il y avait quelque chose d'assez particulier, jusqu'à l'arrivée de Pantin. Le 14 août au soir, il y a eu un grand charivari dans toute la prison. Il y a eu des changements et on a tout été mis par ordre alphabétique. Donc dans notre cellule, on n'était rien que des M. Jacqueline Marié, que vous avez vue, la sœur de Mesmer, Geneviève Mesmer, une petite qui s'appelait Morin, qui avait eu un bébé, et ça, elle ne nous l'avait pas dit à Fresnes, et que son mari avait réussi à faire sortir, à emmener. Et puis une autre petite Jeannette, je ne sais plus comment, encore avec un M, et les deux mouettes. Donc on était 6 dans la cellule. Geneviève Mesmer est restée là parce qu'elle avait été arrêtée par l'Abwehr, et donc c'était différent. Et puis je ne sais... Et en fait, elle a été libérée après, plus tard. Et nous, toutes les 5 autres, on est partis donc le 15 au matin. Et tous les hommes étaient déjà embarqués. Et on est arrivé dans la cour et on a vu des camions, pas des camions, des autocars de la ville de Paris qui arrivaient, conduits par un Français, mais avec 3 ou 4 soldats allemands armes au poing. On nous faisait rentrer, asseoir. Et puis on a traversé, on est parti de Fresnes jusqu'à la gare de Pantin. Donc on a traversé tout l'Est parisien. Il faisait une chaleur à crever, comme en plein été il y a 2-3 ans. Et là, à Paris, les gens étaient sur les terrasses, nous regardaient passer en se demandant ce que c'était que ces camions d'abord pleins d'hommes, puis plein de femmes, avec des soldats armes au poing qui emmenaient toutes ces femmes. Et on est arrivé à Pantin, où un énorme convoi nous attendait. Il y avait beaucoup d'Allemands qui partaient aussi, des femmes allemandes aussi, et des Français qui étaient collaborateurs et qui partaient, qui ne pouvaient pas rester, parce que quand on est parti, les Alliés étaient au Mans, quelque chose comme ça. Hein, alors donc, ils ne pouvaient pas rester, ces braves gens-là, des salopards. Donc, gare de Pantin, c'était vraiment la folie, parce que les gens étaient nerveux. Donc on est monté dans ces fameux wagons à 100 ou 110. On était serrés, c'est fou, parce qu'on était mal. Ils étaient comment ces wagons? Il y avait des places assises ou... Mais non, les wagons, c'était Voilà. les wagons à bestiaux, là, où, D'accord. comme il y a le wagon qui a un Nantoxa assis. Mhm. C'est exactement ça. Et dans ce wagon-là, on était 110, oui, 100 ou 110. Donc, on était plutôt serrés. Hein. Depuis qu'on est en prison, surtout quand on va nous entasser pour partir dans les bus, c'est les hurlements, c'est... ils crient, ils gueulent, on ne peut pas dire autre chose. Et bon, ils ne nous mènent pas avec douceur par du tout. Et on a quand même des femmes âgées, on a des femmes malades.
Et quand on va arriver à Pantin, ça va être pareil. On va nous pousser dans ces wagons, on ne sait pas où on nous emmène. Et nous avons quand même des femmes très marquées aussi. Alors moi, nous avons eu quand même parmi nos camarades, beaucoup de camarades qui avaient été torturés ou abîmés. Ma mère, moi, on en fait beaucoup, pratiquement presque toutes. Hein. Et moi, j'avais dans mon wagon une camarade qui avait été écartelée. J'ai lu ça. Je crois que je l'ai raconté dans mon récit. Et donc on nous pousse là-dedans comme on peut. On se trouve, on ne peut pas s'asseoir, on peut pas. C'est tout juste si on tient sur un pied. Enfin, c'est une atmosphère tout à fait hallucinante. Et de convoi de train de voyageurs, pas de voyageurs, de wagons de bestiaux. Et on a vu que les hommes étaient déjà entrés, et nous, on nous a fait rentrer après. Donc on devait être environ 70. Donc 70 pour s'asseoir tout ensemble, c'était pas évident. Surtout que parmi nous, il y en avait qui avaient été vraiment martyrisés. Alors pour les asseoir, il fallait quand même leur donner un endroit un peu plus confortable. Enfin bon, on s'est arrangé. Et puis on nous a donné deux petits, c'est pas des bassins, des espèces de seaux, un plein d'eau et un pour faire nos besoins. Et puis, rien d'autre pour le moment. Et les seuls qui avaient leur bagage avec elles. Nous, on n'avait pas eu le droit des bagages. Heureusement, ça nous a soulagés par la suite. Et puis, la Croix-Rouge a distribué des paquets dans tous les... Et on s'est tout dit, on n'y touche pas, on garde ça pour là-bas. En fait, on pensait aller dans un camp de prisonniers de guerre. Mon oncle avait été par la relève. Vous savez, il y a eu la relève à un moment. C'est-à-dire que quand les Français partis, il avait été prisonnier et il est revenu. Il nous avait raconté ce qu'était un camp de prisonniers. En fait, on avait vu les films d'avant-guerre, ça nous faisait penser à ces films de prisonniers de guerre d'avant-guerre où la vie n'était pas drôle, mais enfin, on travaillait, et puis on mangeait, puis on dormait. Et enfin, il n'y avait pas toutes ces humiliations et toutes ces je ne sais pas comment vous dire, toutes ces mortifications continuelles. Donc, on est arrivé dans ces wagons, et puis il faisait une chaleur. Heureusement, pendant très longtemps, ils ont laissé les portes ouvertes. Hein. Mais quand même, je crois bien que le seau d'eau était vidé le soir. Et alors, je pense que c'est à ce moment-là, a attendu très longtemps, car quelque chose que très peu de gens savent, c'est qu'à ce moment-là, Nordling, le consul de Suède, qui avait déjà travaillé pour Paris, était allé voir le commandant du von Gross Paris et avait signé avec lui, après moult difficultés, un compromis disant qu'à partir du 17 août, et on était le 15 au soir, qu'à partir du 17 août, plus aucun prisonnier politique ne partirait de France et qu'il serait échangé contre 15 prisonniers de guerre allemands. Donc ça, on ne le savait pas du tout. Moi, je l'ai su même très longtemps après la guerre, après le retour. Et bon, et puis dans le soir, ils ont fermé les wagons est parti. Il y en a plusieurs qui, dès que le wagon était parti, par la toute petite lucarne qui restait ouverte, ont jeté des papiers. On a, je crois, toutes jeté des papiers. C'était désagréable. C'était le 15 août, donc il faisait chaud. C'était moche. Et le train s'est arrêté sous un tunnel avant Nanteuil, avant Nanteuil-Sassy. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ça a un nom pourtant. Bon, et on est resté là quelques heures dans la nuit. Et il y avait la locomotive qui était bien sûr là devant, qui était la première, qui envoyait de la fumée, qui rentrait dans les wagons. Alors il y avait des hommes là qui criaient, et disaient ils veulent nous asphyxier. Vraiment, il y avait des gens qui commençaient déjà à être fous. On se retrouvait dans ce tunnel. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'air. On a l'impression d'étouffer. Et puis, c'est un peu... il y aura d'abord un espèce de silence, parce qu'on ne sait rien. Par contre, on entend les Allemands qui gueulent tout le long de la voie, il n'y a pas d'autre mot, on ne sait pas trop quoi, ni ce qu'ils vont faire de nous. On a pensé à un moment qu'ils allaient nous liquider. Le train s'est mis à rouler toute la nuit,
Et puis, on est ressorti, il commençait à faire jour, et puis tout d'un coup, on s'est trouvé dans un tunnel, et le train s'est arrêté. On ne sait pas du tout ce qui s'était passé. On était resté là plusieurs heures de suite, et on commençait à étouffer, car il n'avait pas arrêté la chaudière, et ça continuait à envoyer de la fumée, on n'arrivait quasiment même plus à se voir. Et moi, j'ai pensé que notre dernière heure était arrivée. À ce moment-là, il y a une de mes camarades, je n'ai jamais su qui c'était, qui va chanter un Ave Maria. Alors, croyante ou pas croyante, tout le monde, moi, c'est un souvenir que je garderai jusqu'à la fin de mes jours. Je ne sais pas si je serai gâteuse, mais pour l'instant, j'y pense comme si j'étais avec vous dans ce wagon. Dans notre wagon, on avait une fille ravissante, délicieuse, et qui avait une voix d'ange, et qui s'est mise à chanter l'Ave Maria de Gounod. Et tout d'un coup, ça nous a tranquillisés. Je pense que même ceux qui n'étaient pas croyants, le fait d'entendre cette voix claire, délicieuse et calmante, nous a un peu calmés, nous a, tranquillisés. Et on a attendu. Et puis, tout d'un coup, le train a fait marche arrière. On est revenu au jour. Et là, ils ont quand même ouvert les wagons de manière à ce que l'air rentre et que la fumée s'en aille. Et alors, on a vu énormément d'hommes, de prisonniers, qui passaient devant nous avec tous les bagages des Allemands. Mais il y avait des prisonniers, là, non, moi c'est pas mon cas, qui ont été obligés de porter des valises aux Allemands et puis aux Français qui étaient collaborateurs, pour partir, pour le remettre dans le train. Alors donc on est remonté dans le train, et au bout d'un moment, j'étais le long de la porte. Ils ont demandé 5 gars par wagon pour distribuer de l'eau. Donc je suis descendu, et avec une jeune fille de la Croix-Rouge, je pense que Croix-Rouge ou Secours National, je ne sais pas, mais ça doit être la Croix-Rouge. J'ai distribué de l'eau aux femmes. Il y avait 5 wagons de femmes. J'ai distribué de l'eau avec cette jeune fille, qui au bout d'un petit moment m'a fait signe. Mais il fallait faire très attention, on était surveillés. Elle m'a fait voir qu'elle avait un brassard de la Croix-Rouge. Donc, j'aurais pu le prendre. Mais je ne pouvais pas quitter mes copains, je ne pouvais pas partir. Elle voulait vous donner un brassard pour que vous essayiez de partir avec eux. Oui, mais je n'avais pas à courir, je regardais partir le train, sans courir. Non, mais je ne pouvais pas. N'importe comment, on avait été avisé que si on se sauvait, il y aurait des gars de fusillés comme otages. Donc, pour 2 raisons, je ne pouvais pas partir. D'abord pour mes copains, et parce que je n'allais pas faire fusiller des gars par ma lâcheté. Nous sortir de ces wagons, non pas avec douceur et gentillesse. Bon, on va tomber sur le bas-côté, comme on peut. On est dans un état... ce que j'appellerais ça un état second, un peu. Bon, j'avais pas de bagages, j'avais mon livre, mais j'avais des camarades qui avaient quelques bagages. Bon, elles vont essayer d'en garder. On va nous mettre en colonne, là, 5 par 5. Il fait très chaud, on meurt de soif. Et on va nous faire partir en colonne. On nous a toutes fait descendre les unes après les autres. Et alors à ce moment-là, on ne savait pas ce qui nous attendait, et alors on nous a quand même dit que si il y en avait qui s'évadaient, il y aurait je ne sais pas combien de... Alors c'était plus ou moins relayé, on ne le savait pas exactement. Alors on aurait pu s'évader plusieurs fois avec maman, puisqu'on était toujours ensemble. Il y en a plusieurs qui se sont évadés. Mais bon, et là les gens du village, ils étaient malheureux pour nous, ils ont essayé de nous donner à boire, à manger. Les Allemands rouspétaient, mais ils nous les redonnaient. Ce qu'on leur retirait d'un côté, ils nous le redonnaient de l'autre. Et tous les femmes, moi je connais 2 ou 3 femmes qui se sont évadées, elles ont été accueillies, cachées par les gens du village. On a fait plus de 6 kilomètres. Et je sais qu'il y a eu plusieurs passages. Et nous, donc, alors vous avez... Là, c'est pas mal fait parce qu'il y a le tunnel. Et puis, alors, on va s'en aller.
On va passer, on va faire. Le chemin n'est pas si court que ça pour des gens épuisés, hein, et quelques-uns qui traînent un peu ce qu'ils ont. On aurait mieux fait de laisser là sur le bas-côté pour savoir ce qu'on en a fait après. Hein. Et puis on va revenir, à mon avis, nous, on a fait ça et ça, pour embarquer donc, dans un convoi qui nous attendait de nouveau. Et là, vous avez croisé des gens? Alors là, croisés, et on ne peut pas dire croisés, parce qu'on allait, on allait les uns derrière les autres, et moi j'ai un peu, on était par groupe, donc les femmes ensemble, hein, on n'a jamais été mélangés, et bon, le plus proche possible, j'essayais de voir si je retrouvais ma mère, enfin bon. Au fond, je ne l'ai pas vu, pas plus que je ne verrai mon père après, parce que nos wagons, on va nous entasser donc dans ces wagons à cet endroit-là, et avant de fermer les portes, enfin les espèces de trucs là, on va voir passer des hommes le long de la voie qui traînent des pactages des SS ou des paquets, des machins, c'est les SS qui pillent, et puis leurs affaires évidemment. Et de l'autre côté, en parallèle, alors ça je l'avais raconté, ils ne le savaient pas les gens de là-bas, en parallèle, il y avait un train, mais un train normal, disons, un train de voyageurs normal, plein de... Alors attendez, je vais vous les décrire, il y avait des soldats de toutes couleurs, si j'ose dire, allemands, il y avait des collabos, enfin tout ce joli monde s'en allait... Je crois que je l'ai écrit d'ailleurs dans mon texte. Tout ce joli monde fichait de camp vers l'Allemagne. Et puis notre train, on nous a fermé les portes. Et on va démarrer, bien après. Mais nous, on a fait le grand... Alors, non seulement on faisait ce truc à pied sous un soleil brûlant, mais en plus de ça, on n'avait pas eu à boire. Et alors, avoir faim, c'est grave, mais avoir soif, c'est pire que tout. Et ceux qui avaient leur bagage à eux, plus de colis de là, ça faisait énormément lourd à porter. Et donc, on a fait ces 5 kilomètres. On a passé par-dessus une passerelle qui passait devant un autre bras de la Marne, et on a récupéré à Sassy le train. Et on est tous remontés dans un... Donc là, on était le 16. Donc, vous voyez, une journée. On était 5 jours debout, jour et nuit. Hein. Et le train bougeait, ça freinait, c'était... Et on était... Donc on a bu, là on a bu le 16 août. Le 16 août. Comme par la suite, le train a roulé très, très, très doucement tant qu'on s'est trouvé sur la partie française. Puis à partir du moment, donc le 17, on était encore en France. Donc ils n'ont pas tenu leur promesse. Le gestapiste qui, je ne sais pas qui c'était, qui tirait le train, qui s'occupait du train, a fait continuer le train. Et à partir du moment où on a été en zone, c'est-à-dire en Alsace-Lorraine, le train s'est mis à rouler très vite. Et le 20 au soir, le 20 dans la nuit, non pas le 18, pardon, le 18 dans la nuit, on est arrivé et on nous a dit que c'était Weimar. Et là, on ne savait pas, on avait absolument, on ne savait rien. C'est pas compliqué, on ne savait rien. Donc on est descendu, on a retrouvé des vêtements qui étaient par terre, empilés en tas, comme ça, pantalons, chaussures, et puis chemises, mais c'était pas les nôtres. Hein. Il fallait s'habiller avec ces trucs-là, qui n'étaient pas à nous. Et il va se passer là quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a quand même, ils ont donné le droit à un des hommes du convoi d'aller le long de nos wagons pour dire que nous allons continuer, qu'eux, ils sont arrivés à... Et au fond, on va apprendre après que c'est Bornval, que c'est ce qui va leur arriver, donc pas beaucoup. Et mon père est dans le convoi, mais moi, j'en sais rien. Pour moi, Weimar, c'était magnifique, hein, c'était Goethe. Je me voyais, je n'imaginais pas du tout qu'à quelques kilomètres de Weimar se trouvait Bornval. Donc, tous les hommes sont descendus à Weimar. Et quand on est parti, les femmes nous ont chanté « Ce n'est qu'un au revoir ». Et ça, je l'entends. Je l'entends. Je l'entends en ce moment-là. Ça me bouleverse à chaque fois. Ce n'est qu'un au revoir.
Qu'est-ce qu'elles étaient fortes, ces femmes. Qu'est-ce qu'elles étaient solides. Étaient solides d'avoir le courage de chanter ça. Bon, enfin. Et nous allons continuer donc cet affreux trajet épouvantable. Toujours enfermés, toujours sans nourriture, ça c'était pas très grave, presque sans eau, jusqu'à Ravensbrück, jusqu'à la petite gare de Fürstenberg où on va nous arrêter et on va découvrir le drame. Nous avons continué, on a traversé Berlin sous une pluie de bombes carabinées. On n'a pas été touchés. Et puis le train a continué tout doucement et est arrivé dans une petite gare et on nous a fait descendre. Alors, bon, on était encore jeunes parce que celles qui étaient les plus vieilles, elles avaient 40 ans. Il y en avait une ou deux qui avaient 60 ans, mais ma mère avait 44 ans, c'était encore très jeune finalement. Et pourtant, pour Ravensbrück, c'est vieux. On a traversé ce pays. Oui, on savait que c'était Weimar, puisque il y avait les pancartes à la gare, que c'était marqué Weimar. Et on a marché quelques kilomètres, 5, 6, 7, 8, je ne sais pas. Et puis on est arrivé dans un énorme camp. Je fais ça parce que oui, c'était comme ça. Une porte, une grande porte comme ça. Des miradors avec des soldats dedans. Vous savez, un mirador, c'était un truc en hauteur. Et puis, avec des soldats. Donc, on nous a fait mettre par 5. Et on est rentré dans Buchenwald. Même nos wagons de femmes, c'était quand même un wagon assez long, hein, surtout bourré comme on était. Alors quand on va arriver à la gare de Fürstenberg, les wagons vont s'ouvrir avec ces portes extrêmement bruyantes, effroyables d'ailleurs. Sont des vieux wagons, vous savez. Et là, nous allons découvrir ce aucun homme déporté nous envie. Vous savez qui c'est? En arrivant, mais alors tout de suite, la première chose que j'ai vue, des pendus. Il y avait des hommes qui étaient pendus. Les femmes SS. Parce que nous aurons le privilège d'avoir les SS et les femmes SS. Qui pour la plupart d'ailleurs sont accompagnées d'un chien-loup. On va très vite comprendre à quoi sert le chien-loup. Alors il faut descendre des wagons. Je dois dire qu'au bout de... Enfin pour moi ça a duré 7 jours. Il y a des femmes malades là. Cette femme il faut qu'on la porte, notre amie. On va l'aider à descendre. On a des vieilles femmes avec nous. On a des femmes très, très abîmées aussi, par peut-être moins que cette amie, mais quand même. Vous savez, un wagon à bestiaux, en principe il n'y a pas de marche. Bon, alors quand vous avez encore quelques pas trop vieilles, ça va encore, et on s'entraîne un peu. Et on va se retrouver en colonne 5 par 5. Et là, nous allons faire quelques kilomètres, plus de 6 kilomètres, à pied, naturellement, toujours encadré, sous les hurlements. Et alors, il va se passer quelque chose, je pense que c'est quand même assez intéressant, parce que ça fait partie de notre convoi, c'est qu'on va traverser disons un bourg, un joli bourg, un petit bourg, assez important quand même, où nous ne verrons pas hommes qui vivent. On voit simplement les rideaux qui se soulèvent. Alors on apprendra après que cet endroit-là s'appelle Fürstenberg. C'est un gros bourg, le plus proche du camp de Ravensbrück, le camp de femmes de Ravensbrück. Et nous allons, à un certain moment, après avoir fait ces kilomètres, pénétrer dans un endroit, un immense portail, une immense porte. Nous allons pénétrer dans une grande place. Et là, nous apprendrons que nous sommes à Ravensbrück, donc un camp de femmes qui se trouve à peu près à 100 km de Berlin, pas très loin de la mer Baltique. Et j'ai vu aussi, il y avait des hommes qui étaient habillés en rayés. Bon, il fallait se dépêcher, on nous a emmenés dans un endroit. Il a fallu se remettre tout nu, naturellement, après. Et puis on nous a rasé les têtes, les cheveux, enfin tout ce qui était poil, ça a été rasé. On a été
créosoté, il y avait, c'était Ah oui. hein, pour être plus propre, enfin pour éviter, la, comment dirais-je, la contagion, enfin bref. Donc on était creusottés. Et on est passé devant des tables, il y avait des gars, des types enrayés qui étaient là. Ils nous ont demandé nos noms, notre âge et tout, et on nous a donné une veste. On nous a donné veste et pantalon. Alors, on s'est habillé, chemise aussi certainement, et puis des galoches, et des numéros. On nous a donné des numéros qu'il a fallu coudre, Vous-même? nous-mêmes, oui, bien sûr. Alors, mais je savais coudre, puisque ça faisait partie de mon métier, un petit peu. Hein. Donc, on est parti dans un endroit qui s'appelait le Petit Camp. Le Petit Camp. Et là, on a cousu nos vêtements. On a cousu les numéros. Et ça a duré peut-être, on était combien, 1500, quelque chose comme ça. Il y avait peut-être une dizaine d'aiguilles, donc ça a duré peut-être des jours, peut-être. Donc on est habillés, on nous a habillés comme ça. On nous a donné donc numéro 77 904. Vous avez cousu aussi le triangle rouge? Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire, ce triangle? Eh bien, F comme français. Oui. Et 77 904, j'étais le numéro 77 000. Et le triangle rouge, c'était que vous étiez un politique? Résistant, terroriste. Résistant à oui. On est par terre, hein, on attend qu'on meure de soif. Et il y en a une d'entre nous qui parle allemand, qui s'adresse à un SS et lui dit « Donnez-nous à boire ». Et on va voir arriver sur cette immense place d'Appel 2 femmes, des êtres, disons des êtres humains, des femmes tendues qui sont dans un état, on n'a jamais vu ça, évidemment on n'a jamais vu ça. Elles traînent un grand tuyau d'arrosage et les 600 femmes que nous sommes là à attendre une cuillerée à café d'eau. Nous les regardons avec tristesse, mais un peu avec, je dis pas peur, mais vraiment on découvre l'horreur. Et là, ces femmes arrosent la place d'Appel où nous ne sommes pas. Et aucune de nous ne boira ce jour-là un cuillerée à café d'eau, même la plus malade. Et je crois que là, nous commençons à... On pense que c'est pas possible, on va pas nous traiter comme ça, c'est pas pensable. Surtout qu'au même moment, rentrer dans le camp des déportés, des femmes avec leurs robes rayées, minables, portant un outil sur l'épaule. Parmi elles se trouvaient des Françaises qui nous ont crié « Si vous avez un peu de nourriture, jetez-nous ce que vous avez parce qu'on va tout vous prendre ». Alors on se disait « Mais qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont dû tuer leur père, leur mère ou je sais pas trop quoi pour être dans cet état ». Et bien, après, on nous entraîne dans une baraque qui est la baraque des douches et nous allons être transformés en concentrationnaires. Et c'est en sortant des douches que je retrouve ma mère. D'accord. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais.